Bonsoir, chers amis. Je souris, je ris de me voir si belle. Je ris de me voir si belle, tout court. Non mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, il y a eu une émission qui a été consacrée à 13h15 sur France 2 aux petits patrons qui subissaient des faillites. Voilà. Donc je vais mettre le lien sous la vidéo. Et alors c'est extrêmement important parce que c'est un... Comment dire ? C'est un problème de société, en fait, bien plus grave qu'on ne le croit, le fait de faire faillite. Alors je sais de quoi il s'agit parce que moi, quand j'étais artisan, j'ai été artisan dans mon jeune âge, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, et j'ai tout bouclé au bout d'un an parce que justement, ça marchait pas, quoi. J'étais peintre sur soie. Alors le problème, c'est que j'étais artisan à la chambre des métiers, donc je payais les charges d'un menuisier ou d'un boulanger, quoi. Alors qu'en fait, bien évidemment, j'avais pas du tout le même chiffre d'affaires. Je n'avais quasiment aucun chiffre d'affaires, c'est bien là le problème. Et en fait, au bout d'un an, quand j'ai réalisé que financièrement, ça allait pas du tout, eh bien c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Voilà. Donc je suis allée à la chambre des métiers, cessation d'activité, et voilà. Et le problème, c'est que pour moi, en fait, ça a été quelque chose d'extrêmement grave. Ça a été en fait un véritable traumatisme. Voilà. En fait, moi j'étais une artiste, et donc j'étais déclarée comme un artisan. Alors évidemment, ça pouvait pas aller. Par exemple, quand les gens m'achetaient des foulards, très souvent, ils prenaient le foulard et ils l'accrochaient au mur. Alors qu'un foulard, c'est fait pour mettre autour du cou, c'est pas fait pour accrocher au mur. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Alors oui, je sais, normalement je dois travailler sur les métiers d'art, sur le statut des travailleurs manuels, etc., etc. Eh bien, on va déjà commencer par lever ma tutelle et puis ensuite on y verra un petit peu plus clair. Voilà. On va pas mélanger les choses. Pour l'instant, moi je m'occupe du reportage que j'ai vu et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je vois un reportage sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Voilà. Donc je vous recommande d'aller le voir. Et je remarque que j'ai vu le tribunal de commerce, comment ça fonctionne, et c'était très informatif. Et je remarque que ce sont des gens particulièrement humains, quoi. Donc il faut voir par contre, quand même, j'ai une petite réserve à émettre là. Non pas que je mette en doute l'honnêteté de qui que ce soit au sein des chambres de commerce, c'est pas du tout là le problème. Mais chez les gens qui font faillite, il arrive quelquefois qu'il se passe des trucs pas très catholiques. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Moi, je connais beaucoup de gens, par exemple, qui ont fait construire des maisons par des constructeurs. Et puis, comme par hasard, une fois que la maison est terminée, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, le mec fait faillite. Et puis le même mec, en fait, réouvre une boîte 6 mois plus tard sous un autre nom. Et alors évidemment, du coup, la garantie décennale, enfin oui c'est décennale je crois pour une maison neuve, la garantie décennale avec laquelle vous avez construit votre maison, elle n'a plus lieu d'être, parce que le mec il a fait faillite. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de se mettre en faillite peut aussi être une stratégie pour palper soit des subventions, des choses comme ça. Oui, je sais, je suis une fouille merde, et ça, c'est une nature qui m'accompagnera toujours, et il va falloir apprendre à faire avec, hein. Parce que c'est quand même la vérité, hein. Je veux dire, tous les gens qui ont fait construire une maison, ou qui ont travaillé dans le milieu des maisons individuelles, connaissent ce problème. Bon, par contre, moi, en fait, j'ai une seule critique à faire par rapport à l'émission que j'ai vue. C'est au sujet de l'artisan qui explique sa situation avec le salon de coiffure. Bon, ce qu'il explique, le fait que lui n'ait pas touché de salaire et qu'il paye ses gars en premier, ça c'est une stricte vérité. Moi je connais des gens qui l'ont fait, hein. Donc là c'est pas du tout de ça dont je veux parler. Mais ce qu'il dit au sujet des intempéries, quand il dit on peut pas travailler et puis
l'échéance des charges à payer est la même que le temps a été bon ou pas. Moi, je considère qu'avec le dérèglement climatique, il serait vraiment souhaitable que les charges soient exigées au nombre d'heures de travail et pas au nombre d'heures, au nombre de jours travaillables selon la météo et non au nombre de jours tout court. Parce que imaginez par exemple un mois complètement pourri où vous avez plus de la moitié du temps en journée de pluie par exemple, il y a des artisans qui doivent être drôlement dans la merde quand même. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. il faut que les aléas climatiques ne représentent pas un handicap au niveau de la comptabilité des petites et moyennes entreprises qui sont sujettes aux intempéries. Et alors ce que je dis là, c'est pas valable uniquement pour les petits artisans, mais aussi tous les gens qui travaillent, les paysagistes, etc. Bon, les agriculteurs, ça peut être le cas pour les agriculteurs aussi, quelquefois. Mais c'est à étudier, quoi. Mais le problème est un petit peu différent, parce qu'ils sont... un agriculteur, par définition, ne travaille que sur ses terres ou sur les terres de son exploitation. Alors qu'un artisan qui travaille, par exemple, une entreprise qui loue du matériel pour travailler chez les agriculteurs, va lui aussi être tributaire des intempéries. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, dans ma famille, ma petite, enfin mes neveux, j'ai des neveux, par exemple, qui sont paysagistes, qui travaillent, qui tondent les pelouses, des choses comme ça, qui sont artisans. Si jamais ils flottent pendant un mois entier, enfin quasiment un mois entier, et que les charges tombent comme s'il avait fait beau, il y a un problème, quoi. À mon avis, ce que je veux dire par là, c'est que les aléas climatiques étaient moins graves, je pense, il y a 20 ou 30 ans, qu'ils ne le sont maintenant, à cause du dérèglement climatique, justement. Et ça, je trouve pas normal que les petits artisans soient... Enfin, que les professions qui dépendent à ce point-là de la météo se retrouvent vulnérabilisées à cause de ça. Voilà. Mais je pense qu'au niveau des maraîchers, par exemple, il doit y avoir aussi probablement des... Ça ne veut pas dire par là que la collectivité doit amortir systématiquement les aléas climatiques. Je dis simplement qu'ils doivent faire preuve de tolérance au niveau de l'échéance. Voilà. Je pense que c'est une sorte de souplesse, quoi. Ça ne veut pas dire par là qu'ils doivent être exonérés des charges. Je veux dire par là qu'ils doivent faire preuve de plus de souplesse et de plus de tolérance. Voilà. Bon, sinon, j'ai trouvé l'association 60 000... comment c'est 60 000 rebonds, c'est ça? J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors, je ne sais pas comment fonctionne la chambre de commerce. Est-ce qu'il existe, par exemple, un numéro de téléphone d'alerte quand une entreprise, quand un commerce, par exemple, rencontre des problèmes particuliers? Est-ce qu'il existe un numéro d'alerte pour dire je sens que ma boîte est en grande difficulté, est-ce que je peux avoir un coup de main? Je ne sais pas. Je sais qu'au niveau de l'agriculture, ça existe. Hein. Mais au niveau des commerces et des petites entreprises, je ne sais pas si ça existe. J'aimerais bien savoir, parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà. Alors, tout ce qui a été dit, par contre, dans l'émission est absolument passionnant, parce que ça permet effectivement de transformer l'échec en quelque chose de positif. Alors justement, moi ce que je trouve, le commentaire que j'ai à faire, et l'expérience que moi j'ai eue justement de mon échec, c'est que pour se mettre à son compte dans une entreprise, même si c'est pour être un simple auto-entrepreneur, je pense qu'il serait souhaitable, oui je sais, on va encore me dire, elle va encore coller du psy n'importe où, mais c'est pas n'importe où justement, parce que le fait d'avoir un projet professionnel pour pouvoir être artisan, ouvrir un magasin ou une petite entreprise, justement, il serait, je pense, extrêmement bénéfique de rencontrer un psychologue, parce que justement ça permettrait de mettre au clair quelle est la part de l'investissement personnel strictement et la part de réparation des parents par exemple, ou de la réparation de quelqu'un de la famille, parce que ça arrive souvent ça quand même, hein. Je tiens quand même à le signaler. Et ça, c'est quand même vachement important. Parce que dans la mesure où il y a, par exemple, un échec, entre guillemets, les répercussions psychologiques peuvent être 10 fois plus graves si on répare quelqu'un de la famille.
Je parle en connaissance de cause dans ma famille, bien évidemment, sans donner de précision, mais c'est quand même la vérité. Je pense que quelqu'un qui est très bien dans sa peau, par exemple, s'il subit une faillite, va l'accepter beaucoup plus facilement que s'il va pas bien. Voilà. Moi, c'était mon cas, par exemple. Le fait que j'ai dû arrêter mon activité au bout d'un an, si ça a fait autant de mal, justement, et que ça a concouru à ma dépression, ça ne fait absolument aucun doute, je l'ai toujours su, si ça a fait autant de mal, c'est précisément parce que moi, j'avais énormément de valoches qui étaient antérieures à ma décision de me mettre à mon compte. Voilà. Bon, ceci dit, si j'avais vu un psychologue à l'époque, je ne sais pas si ma décision aurait été différente ou pas. Peut-être que j'aurais choisi de ne pas le faire, c'est possible, en fait. Voilà. Bon, j'ai eu l'occasion de discuter avec un artisan d'art il y a quelques semaines, à Barentin, et j'ai essayé de lui appuyer un peu sur le nez, comme on dit vulgairement, pour voir si la situation avait changé, et il n'était pas très optimiste. Hein. Lui, personnellement, ne se plaignait pas, lui, en tant qu'artisan d'art, mais apparemment, si je me pointe aujourd'hui en disant, si je me pointais aujourd'hui à la chambre de métier en disant j'ai envie d'être peintre sur soie, je ne suis pas du tout certaine qu'il y ait autre chose à me proposer, qu'on ait quelque chose d'autre à me proposer. Voilà. Alors pour ce qui est de la maison des artistes, c'est pareil, grand flou artistique, je suis censée à la base m'en occuper, je n'entends parler de rien, mais comme pour le reste, je vais attendre déjà que ma tutelle soit levée, et puis ensuite on y verra un tout petit peu plus clair. Comme on dit chez nous, Paris-Pierroin n'a pas été fait le même jour. Hein.